Merci. Bonjour à toutes et à tous. Quand TEDx m'a dit est-ce que ça vous intéresse de venir faire une présentation chez nous, je me suis vraiment posé la question de ce que j'allais pouvoir raconter en 12 minutes. 12 minutes, c'est dans quelque chose de très court. Et comme je suis plutôt un diesel, j'ai toujours un petit peu besoin de temps pour pouvoir me mettre en marche. Et finalement, je me suis dit, est-ce qu'il faut que je vous parle d'un point de vue technique, est-ce que je vous parle de méthodes, d'outils, d'approches qui permettraient d'aller sur la confiance qui a été évoquée tout à l'heure? Est-ce que je vous parle d'un point de vue scientifique, puisque dans mon bagage, il y a un élément qui ressemble à être chercheur, qui est finalement le métier sur lequel je suis aujourd'hui? Ou est-ce que je vous parle de ce qui m'arrive à chaque fois que je démarre une conférence? Surtout ici, avec des lumières, du monde, des caméras, c'est-à-dire un petit tremblement qui tout doucement apparaît, une petite inquiétude qui dit « oulala, si jamais tu te trompes en appuyant sur les premiers boutons à peine t'apparaît, qu'est-ce qui va se passer ?» Eh bien, je vais partir de cet endroit-là, de ces petites oscillations-là, qui, au fur et à mesure des conférences que j'ai pu faire, m'ont montré que si je réussissais à faire passer quelque chose, c'était finalement en combinant tout ce qui pouvait être de l'ordre de mes petites fragilités, de mes petites inquiétudes, et ce qui était de l'ordre, j'espère, de la puissance ou de la lumière qu'il pouvait y avoir dans le message que j'allais délivrer. Mon point de départ va donc être là, comment est-ce que je peux combiner mes fragilités avec mes lumières, mes forces, avec mes lâchetés, pour essayer de donner quelque chose, offrir quelque chose à ceux qui sont devant moi, qui est de l'intérêt et qui est du corps. Pour faire ça, je me suis dit que le plus simple, c'était de vous dire qui j'étais. Voilà. Qui je suis, je l'ai entendu tout à l'heure, alors c'était pas tout à fait prévu comme ça, mais je me suis bien occupé de sportifs de haut niveau, c'est terminé maintenant, mais je me suis occupé d'équipe de France sur des aspects de préparation mentale. J'ai effectivement été pilote de chasse dans la Marine nationale pendant un certain nombre d'années. Je me suis occupé d'handicapés physiques. J'ai fait une thèse en psychologie et en management pour travailler sur les éléments qui sont proches du thème d'aujourd'hui, que sont le bonheur, le bien-être au travail. Je pourrais rajouter d'autres gros mots qui sont compliqués à entendre des fois en entreprise, mais je vais mettre amour, je vais mettre compassion, je vais mettre bienveillance. Et un jour, à force de travailler sur ces thèmes-là, je me suis rendu compte que l'endroit par lequel je me caractérisais souvent quand j'arrive dans une conférence ou dans une entreprise, c'était ce que j'ai fini par appeler ma cape de Superman, que le présentateur a fait à ma place tout à l'heure. Ma cape de Superman, c'était quoi? C'est tout ce qu'il vous a dit. Oui, j'étais pilote de chasse. Je vais prendre celui-ci parce que c'est généralement le plus carré que les gens retiennent, même si ça n'a été qu'une petite portion de ma vie. Qu'est-ce que c'est que cette cape de Superman? C'est en fait tout ce que je décide d'endosser au moment où je me montre dans mon extérieur avec l'espoir qu'on va m'apprécier. Avec tout un ensemble de croyances qui sont sous-tendues par ça, des croyances que vous partagez certainement avec moi. Tu dois être fort, tu dois réussir, tu ne dois pas échouer. Il faut que ce soit dur, on n'est pas là pour rigoler. Si jamais c'est pas dur, ce que tu auras réussi n'aura certainement que peu d'intérêt. En tout cas, tout un ensemble d'armures que j'ai pris sur moi petit à petit. Et la cape de Superman, pour vous donner l'anecdote exacte, je travaillais souvent en formation avec des ingénieurs à qui je ne disais pas que j'avais été pilote de chasse. Et quand ils me disaient « Oui, mais vos trucs là sur la bienveillance, la compassion, c'est quand même un peu du pipeau, ça ne sert pas à grand-chose. » Un jour, je leur ai dit « Ok, mais moi, je me posais sur un porte-avions à 250 km/h, sur une zone de 50 mètres, il fallait toujours me poser au même endroit, le bateau bougeait, etc. Qu'est-ce que vous en dites ?» Et là, Bloom, camembert, plus personne ne me disait rien. J'avais mis ma cape de Superman, mais l'interaction était quasiment terminée. Ce qui a été intéressant dans cette cape de Superman, ça a été de me rendre compte quand elle a commencé à se fragiliser. Dans les premiers moments où j'ai commencé à voir que finalement je l'endossais pour une seule raison, qui était celle que j'évoquais tout à l'heure, c'est est-ce que je vais réussir à me faire accepter? Est-ce que je vais être reconnu? Est-ce que je vais être aimé avec qui je suis? Et voyant apparaître petit à petit toute cette stratégie qui s'est développée sur un sacré nombre d'années, puisque je devais bien avoir 30-35 ans à ce moment-là, la stratégie était très très simple, elle est la même pour presque nous tous. Comment je fais pour répondre à mes besoins les plus fondamentaux, exister au milieu des autres, être aimé par eux, être reconnu, avoir un sens à ma vie. Ces sensations, ces petites oscillations que j'ai commencé à reconnaître ont provoqué quelque chose d'assez particulier, finalement d'assez partagé quand j'en discute, c'est une sensation d'usurpation. J'arrivais en disant je suis ci, je suis ça, j'ai fait beaucoup de choses, et en même temps que je le disais, je ressentais à l'intérieur une espèce de tortillon qui venait dire « Ouh là là, c'est bien joli de dire aux gens que tu es très puissant, mais à chaque fois que tu leur parles, tu sens qu'à l'intérieur c'est compliqué. Comment est-ce que je vais bien pouvoir ajuster les deux, sachant que depuis tout petit, ce qu'on m'a dit, c'est fais très attention, tes émotions, tes fragilités, tout ça, il ne faut surtout pas les exposer. Si tu les exposes, ça va devenir compliqué. » L'effet a été assez simple,
c'est que finalement, en ne montrant jamais ces éléments-là, le thème qui vous a été annoncé tout à l'heure, qui était sur la confiance, avait tendance à s'écrouler, puisque si je commence à avoir une telle divergence entre ce que je ressens dans mes tripes, dans mon cœur, dans mon être profond, dans ce qui se passe en moi, quelque chose de très différent de ce que je suis en train de vous dire, la première chose que je vais voir s'effondrer, c'est ma confiance, pour une seule et bonne raison, c'est que je vais passer du temps à me dire « Ouh là là !» Ils vont finir par découvrir que je ne suis qu'un homme normal. Ce qui pourrait être drôle, mais pourtant, c'est vraiment l'endroit dans lequel je suis arrivé avec ces éléments-là. À cet endroit-là de mon parcours, je me suis dit, bon sang, il faut quitter tous ces aspects de compétition, il faut quitter ces aspects de performance et de réussite, c'est pas très très bon pour toi. Manque de chance, ça faisait 1 an que j'étais rentré dans cette institution vénérable, et je me retrouvais avec cette petite découverte personnelle dans l'antre et dans l'enfer du business, donc dans l'antre et dans l'enfer de la réussite, de la performance, et je ne savais plus comment j'allais m'en sortir. Enfin, j'avais trouvé un lieu dans lequel je pouvais tenter de mettre en place ce que je connaissais, le stress au travail, le bien-être au travail, et tout à coup, quelque chose en moi me disait « va-t'en, pars ». Puis c'est passé au même instant 2 choses intéressantes. La première, ça a été les étudiants. Les étudiants sont venus à moi, sur une corvée qu'on m'avait allouée, qui était de dire on ne veut plus corriger les CV, tu vas t'occuper des CV puisque tu as l'air de t'intéresser aux gens, vas-y, corrige leurs CV, leurs lettres de motivation. Et en m'apportant les CV, qu'est-ce que j'ai entendu? J'ai entendu des capes de Superman. J'en ai entendu plein des capes de Superman. Des étudiants qui arrivaient et qui avaient passé un temps fou à tenter de construire un CV dans lequel ils me montraient que leur bon côté, que leur bonne facette, avec une croyance forte qui était si je ne montre que ça, on va m'aimer, on va m'intégrer, on va me faire venir dans l'entreprise dans laquelle je vais aller, je vais pouvoir enfin vivre, peut-être, dans quelques temps. Le parallèle était en entreprise. Ça a été à peu près dans les mêmes années, j'ai commencé à faire du coaching de manager et de cadre dirigeant, et très vite je me suis rendu compte de la même chose. Pourquoi on me demandait de venir faire du coaching? Parce que ces gens me disaient je suis seul, je suis isolé, on attend de moi de la performance continue. Je ne peux pas dire que je commence à être fragilisé, puisque c'est moi qui suis à la tête de la pyramide. Et si je n'ai aucun lieu où je peux dire que je suis fragilisé à certains points, comment je vais survivre? Ou alors, je suis en train de craquer parce que je n'ai pas le lieu pour pouvoir le faire. Ces points-là m'ont conduit, et si je ne me trompe pas, c'est là que doit apparaître la suite, à me poser la question de qu'est-ce que c'est que le développement personnel? Comment j'avance et comment je fais quelque chose pour ma personne et pour les autres? Comment je fais pour tenter de progresser? Et là, j'ai trouvé 3 points de progression. Le premier point, ça a été de me dire, finalement, ce que me disent les gens, c'est « je suis imparfait ». Et moi, je leur disais, tenez, voilà des méthodes et des outils. Ça marchait, mais ça marchait pendant un temps très court, puisque très vite, dans la méthode et dans l'outil, les gens se disaient, en fait, donnez-moi encore d'autres outils, d'autres méthodes, pour que je sois de plus en plus performant. Et je quittais finalement mon point de départ, qui était de les amener vers leurs oscillations, leurs fragilités, pour les emmener dans quelque chose qui était à nouveau une course à la performance. Ça m'a emmené un deuxième temps, avec une perception qui n'était plus « je suis imparfait », mais une conscience de « bon, ok, vous avez raison, je ne suis pas parfait ». Et « je ne suis pas parfait » devenait donc une nouvelle approche, une nouvelle méthode qui disait « est-ce que je peux faire mieux avec qui je suis ?» C'était déjà pas mal. Mais tout doucement, en progressant avec eux, je sentais toujours en moi un truc qui disait « bon sang, je ne suis pas parfait, ça continue à dire qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas très bien chez moi ». Alors je suis parti d'une autre idée. Et si après tout, j'étais parfait? Non pas comme Superman, mais parfait voulant dire « je suis parfait avec tout ce que je suis ». Mes fragilités, mes forces, mes lumières, mes ombres, mes oscillations, mes aplombs, ma puissance, mes lâchetés. Si tout ça, c'était ça ma force, si tout ça, c'était ma perfection, est-ce que finalement, je ne serais pas un peu plus à l'aise pour pouvoir rentrer dans les négociations que j'ai à faire, qu'elles soient professionnelles, qu'elles soient commerciales, qu'elles soient relationnelles, qu'elles soient amicales? Le point central finalement sur lequel j'aimerais arriver, c'est que dans ce dernier endroit, je suis parfait avec comme méthode m'aimer comme point de départ. Je vais vous prendre un exemple parce qu'il me tient à cœur. Donc, on vous a dit que j'avais été pilote de chasse pendant un temps. Et finalement, ce point de fragilité, je le vois comme étant notre commune humanité. C'est vraiment cet endroit dans lequel on se retrouve tous. Notre commune humanité n'est absolument pas dans nos réussites. On a tous des réussites de niveaux différents, dans des lieux différents, dans des envies différentes. Par contre, notre point commun, il est clairement sur nos fragilités, sur nos besoins, sur le fait d'être aimé, sur le fait d'être reconnu, sur le fait d'exister en commun. Et quand j'étais pilote de chasse, finalement, en discutant avec mes collègues, c'est la même chose certainement pour d'autres métiers à risque de ce type-là,
Bien sûr que la mission comptait, bien sûr que d'atteindre était important, mais au bout du compte, ce qui était beaucoup plus important, c'est faire tout mon possible pour que l'autre revienne avec moi et que je ne rentre pas seul, que lui soit protégé. Et aujourd'hui, en tant que manager, puisque j'ai des rôles de manager ici, ma mission est la même au bout du compte. Oui, j'ai des choses à atteindre, j'ai de la performance qui m'est demandée, j'ai des objectifs qui me sont fixés. Est-ce que je peux progresser dans ces objectifs? Est-ce que je peux atteindre mes buts en ramenant avec moi de ma mission tous les gens qui sont avec moi, sans les perdre en chemin? Sans les perdre en chemin, voulant dire sans les démotiver, ce qui au bout du compte ne serait pas très grave, mais c'est quand même gênant, sans les rendre malades, ce qui commence à être plus grave quand on parle de stress au travail, voire pire, sans qu'ils en arrivent à un endroit où vraiment ils perdent complètement le sens de leur vie, parce que la façon dont j'ai conduit ma mission les a complètement focalisés uniquement sur le stress de la performance et pas sur qui je suis dans ce moment important de ma vie qui est mon lieu professionnel. La mindfulness est donc arrivée à cet endroit-là. Mindfulness voulant dire ma capacité à être en conscience de ce qui se joue pour moi dans l'instant, en ne laissant pas de côté, surtout pas les émotions que j'évoquais tout à l'heure, puisque contrairement à ce que j'entends de temps en temps dans les entreprises ou très fréquemment, ce sont mes forces, mes émotions. L'étymologie d'émotion est une étymologie latine qui parle de mettre en mouvement. Ma puissance, elle provient de ces émotions, donc elle provient aussi de mes fragilités tout autant que mes lumières. Je ne dis pas que les deux sont plus importants que l'une que l'autre, mais les deux vont avoir leur élément. Ce travail sur les aspects humains et personnels m'a tout doucement glissé à créer aujourd'hui un travail de recherche spécifique qui parle de paix économique. Et pour pouvoir parler de paix économique, les collègues avec qui nous avançons, on est parti de ce lieu intérieur, qui parlait finalement de paix intérieure, pour aller doucement vers la paix économique, parce que le langage commun, parce que le langage le plus fréquent d'aujourd'hui, parce que ce qu'on enseigne parfois ici, est finalement assez proche de ce qu'on pourrait qualifier de guerre économique, avec des mots, avec des actions, avec des comportements en entreprise, qui vont jusqu'à un moment donné l'extrême, c'est-à-dire ce que les militaires appellent des dommages collatéraux. Des gens qui meurent, des gens qui sont en burn-out, des gens qui se suicident. Donc quelque chose qui est clairement d'une guerre économique. Pendant très longtemps, les anthropologues nous ont dit, si l'homme s'est redressé, il s'est redressé pour combattre. Parce que c'était sa capacité à lui, il n'était pas suffisamment puissant, il a eu besoin de se mettre sur ses pattes arrière pour devenir un guerrier. Il y a une quinzaine d'années, d'autres anthropologues ont dit c'est pas vrai, c'est pas ce qu'on pense nous. Si l'homme s'est redressé, il s'est redressé parce que c'est avant tout un cueilleur et un ramasseur de coquillages. C'est vrai que c'est beaucoup moins valeureux que d'être un guerrier, d'être un ramasseur de coquillages. Mais il s'est redressé pour ramasser ses coquillages avec une seule raison, c'est pouvoir aller à l'autre et partager, ramener dans sa famille, ramener dans son clan le bénéfice de sa cueillette. La représentation qu'on s'est faite de l'entreprise était là. Est-ce que l'entreprise est un lieu économique, un moteur social? Est-ce que l'entreprise est un lieu qui produit de la richesse financière en broyant des braves gens? Je suis un peu provocateur volontairement. Ou est-ce que l'entreprise, c'est l'inverse? Un lieu social à moteur économique. Un lieu dont l'objet est de générer et de renforcer du tissu social et dont les moyens pour renforcer le tissu social, ce sont la création de richesse et la création de bien-être. Peut-être que pour conclure, puisque je vois que ça clignote en rouge depuis déjà quelques secondes, le point qui va découler de cet endroit-là, c'est cette capacité, au bout du compte, à combiner mes fragilités, mes lâchetés, mes vulnérabilités avec mes forces, ma puissance et mon pouvoir. Effectivement, peut-être me permet d'être un guerrier, au sens propre du terme. Ça me permet d'être un guerrier, mais qui va comprendre quelque chose, c'est que le meilleur moyen que j'ai d'agir, de faire, c'est de tenter de rester présent dans ce qui est là. Rester là avec tout ce qui apparaît. Toutes mes peurs, toutes les peurs de l'autre, toutes ses envies, toutes ses réussites, de rester en phase avec le maximum de courage, parce que c'est pas très simple de rester en face de l'autre quand il est en système d'agression, par exemple, et de courage voulant dire avec mon cœur, encore une fois dans l'étymologie, le mot de courage venant du cœur, donc un guerrier qui va avancer la poitrine déployée. Et pour conclure, vous devez certainement connaître cette phrase ou cet adage qui dit « qui veut la paix prépare la guerre ». Au bout du compte, s'il y a quelque chose que j'ai retenu de mon expérience de militaire, puisque j'ai quand même passé de longues années à m'entraîner à tuer, un militaire, ça fait relativement peu d'autres choses, même si de temps en temps le message qu'on envoie, c'est à un autre endroit. Un pilote de chasse, vous savez, son métier, c'est bon an, mal an, soit de détruire l'avion qui est en face, soit de détruire qui est au sol. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'en s'entraînant à tuer, en préparant la guerre, imaginons qu'on va aller vers la paix, quand je prépare la guerre, la seule chose que ça provoque en moi, c'est l'envie d'y aller. Quand je prépare la guerre, tous les pilotes qui étaient avec moi n'avaient aucune idée
Quand est-ce qu'elle vient? Pour une raison que vous allez ressentir qui est très très simple. Comment voulez-vous vous entraîner pendant des années et qu'au bout du compte on vous dit t'inquiète pas, tu t'entraînes mais jamais tu n'iras puisque tu es là pour la paix. Et finalement ma conviction, mon combat du jour, mon combat pas seulement du jour, mon combat actuel, c'est plus une phrase de Théodore Monod qui dit qui veut la paix prépare la paix. Merci beaucoup.